Alors, le TD le voici. Bon, allez, on va changer un petit peu. Normalement j'ai le chan. Dernière remarque comme ça sur ce chat. Donc l'idée c'est que on va suivre le TD. On va suivre le TD qu'on avait commencé jeudi. Je vais essayer de vous faire ce document-là en live. Vous voyez là ici j'ai mis les corrections du TD avec les extraits de doc technique. Donc on va répondre à ça. On va continuer. Donc moi il me semble que je vous avais demandé avant qu'on ait les consignes de confinement là, je vous avais demandé d'arriver jusqu'à la 8. Ok, donc ce qu'on va faire c'est on va reprendre à partir de la 5 et puis on va avancer petit à petit. Donc l'idée aussi pour que ce soit un peu plus facile pour vous, je ne sais pas si vous avez un dual screen ou un seul écran ou le smartphone à côté, mais forcément c'est plus facile si vous avez les papiers. Si vous avez les papiers avec vous. Alors du coup, l'exercice, on passe sur la résolution du nombre de bits, donc ça on l'avait vu sur la doc technique, en prenant la doc technique ici là. Tout simplement c'était la résolution était indiquée ici. Alors n'hésitez pas à participer, n'hésitez pas à me poser des questions, l'idée c'est encore une fois que ce soit moins chiant que... Enfin pas spécialement chiant, mais bon l'idée c'est que voilà, vous puissiez participer un minimum plutôt que juste glandouiller devant une vidéo. Donc la résolution du CAN, on l'avait trouvé. Donc on l'avait trouvé là. On l'avait trouvé là. Hop. Alors, ce qui impliquait, quand on avait donc 10 bits de résolution sur un CAN, 10 bits, ça nous donne 2 puissance 10 possibilités, ou combinaisons plutôt. Donc le code du coup peut évoluer de 0 jusqu'à 1023 si on a 1024 combinaisons possibles. Ok. Alors, on s'était arrêté là. Jeudi. Et la question c'était... Enfin voilà, je vous avais demandé de faire les deux questions suivantes. Deux questions suivantes qui commencent ici. Dans la formule de la section 24.7, donc qui est ici, ce que je vous demande, c'est donc si la valeur en sortie du CAN, donc celle qui est donnée par la grandeur ADC, est-ce que c'est un code ou est-ce que c'est une tension? Ouais, on est d'accord, c'est un code. Donc l'idée, hein, encore une fois, c'est de récupérer la valeur du code qui est qui évolue entre 0 et 1023. Donc on est bien d'accord là-dessus. Donc la grandeur ADC est un code binaire. Enfin c'est un code. Et après qu'on pourra traiter soit en binaire, en décimal, peu importe. Si vous vous souvenez de l'Arduino, les valeurs qu'on obtient elles sont comprises entre 0 et 1023. On observait ça dans la fenêtre graphique. Et donc,
Ce code-là, comme c'est un nombre, il est forcément stocké en binaire, mais après on l'exploite en binaire, en décimal, voire en hexa, enfin ça c'est comme vous voulez. Et maintenant, la question c'est d'où vient cette formule? D'où vient cette formule? Donc je vous demande de la démontrer. Vous allez voir que c'est pas super compliqué. Pour ça, vous allez devoir reprendre votre cours. Votre cours, vous avez la formule du pas de quantification quelque part. J'essaie de vous retrouver ça, c'est dans la diapo 29. Sur la diapo 29, c'est pas la bonne version. Voilà, sur la diapo 29, on a cette formule-là. Cette formule-là qui lie le pas de quantification au nombre de bits et à la tension de pleine échelle. Donc, à partir de cette formule-là, comment on obtient celle-ci? Donc, vous avez sûrement remarqué hein, qu'il y a un petit changement de vocabulaire entre la doc technique et ce qu'on a vu dans le cours, à savoir ce qu'on appelle ici la tension de référence dans la doc technique de la TMEGA 328, c'est ce qu'on appelle la tension de pleine échelle chez nous. Donc du coup, la tension de pleine échelle, déjà, vous voyez, enfin, elle est ici, quoi. Ensuite, dans la formule qu'on a ici, donc on voit qu'il y a la tension de pleine échelle qui intervient, on voit qu'on a 2 puissance n qui intervient ici. 2 puissance n, pour nous, on a vu que c'était 1024. Donc si 2 puissance n, c'est 1024, en fait, ce qu'on obtient ici, c'est que là, on a Vin, donc notre tension analogique, et ici, là, le 1024 sur F, sur Vref, ça c'est divisé par Q. Donc en fait, on a ADC qui est égal à donc, Vin fois 1024 divisé par Vref. Donc c'est égal à... Ah, j'ai oublié le égal. Donc c'est égal à Vin fois 2 puissance 10 divisé par la tension de pleine échelle. Donc c'est égal à Vin divisé par Q. Et Vin divisé par Q, c'est quasiment notre formule. Hein. Sachant que nous, on sait que code, c'est égal à la partie entière, si vous vous souvenez bien, de Vin divisé par Q. En fait, c'est la même formule. C'est juste qu'ici, il considère effectivement... bon, c'est pas marqué, hein, mais il considère effectivement que on conserve que la partie entière du code. Donc au final, ces deux expressions sont bien équivalentes. Donc sachant que voilà, chez nous, Q c'est le quantum, le pas de quantification, exactement. Et donc, voilà. Ici, ce qui est appelé code chez nous, dans notre cours, ici, il l'appelle ADC, bon, ce qui paraît logique. Donc, ok. Donc, ces deux expressions sont équivalentes, on a bien réussi à démontrer la formule. Voilà. Sachez que la formule, souvent, vous est donnée dans les docs techniques, parce que des fois, il varie. Voilà. Ok. Alors, maintenant, on va parler surtout de la durée de la durée d'échantillonnage et la fréquence de conversion. Alors, quelles sont les valeurs minimales et maximales de durée de conversion? Donc ça, normalement, on va essayer de trouver. On devrait avoir là-dedans, dans la doc technique, quelque chose qui nous en parle. Alors, soit, par défaut, ça va se trouver, comme c'est une caractéristique assez importante, on va trouver ça dans la partie information générique. Donc, soit overview, soit features, qui va nous permettre de trouver ces informations-là. Alors, ici, on nous parle de la fréquence maximale d'échantillonnage, la fréquence minimale d'échantillonnage, donc on cherche ça, et puis il y a aussi les temps. Alors, ici, voilà, on peut voir ici qu'on a un temps de conversion qui va de 13
à 260 microsecondes. Ok, donc ça, à la limite, on peut le noter quelque part. Alors on va le noter là déjà parce que effectivement ça correspond à la réponse. Temps de conversion. Donc je précise juste qu'on a trouvé ça dans 24.1 features. Voilà. On va y arriver. Hop. Voilà. Alors il y a ça d'un côté. Donc ce qui fait que nous, ce qu'on sait, c'est que, je vais écrire dans le chat, ce sera un peu mieux. On a TE qui est égal à 13 microsecondes. Donc, enfin si on prend ce cas-là, on pourra en déduire le FE. Le FE qui est égal au 1 sur TE. Donc la fréquence d'échantillonnage qui est égale à l'inverse. La fréquence d'échantillonnage qui est égale à l'inverse de la période d'échantillonnage. Donc si on fait 1 sur 13 microsecondes, donc 13 fois 10 puissance moins 6, ça, 1 sur 13 microsecondes, 1 sur 13 10 puissance moins 6, ça nous fait donc du 76 923 Hz. On a ça. Voilà. Et ça, regardez à quoi ça correspond. Ça correspond à ça. C'est-à-dire que quand on a la durée de conversion qui est minimale, donc quand on met le moins de temps à convertir l'information, forcément, on peut en convertir plus dans une seconde. Donc, ça veut dire que notre temps minimal de conversion nous donne notre fréquence maximale d'échantillonnage. Et cette fréquence maximale d'échantillonnage, elle est indiquée ici. Alors, la fréquence maximale d'échantillonnage, du coup, soit on fait la formule que je viens d'appliquer. Je vais recopier ici. Hop. Donc, FE, je vais mettre max. La fréquence max, c'est forcément l'inverse de la période d'échantillonnage min. Donc ça, on l'obtient par le calcul. D'accord ? Sachant que ici, entre parenthèses, on précise quelque chose quand même, c'est que on peut monter jusqu'à 76 kilosamples par seconde, donc kilo échantillons par seconde. Donc c'est-à-dire qu'une fréquence d'échantillonnage finale de 76 000 Hz. À noter par contre que quand on utilise la résolution maximale, donc on va voir qu'on peut se permettre de ne pas utiliser les 10 bits, on va voir ça. Dans ce cas-là, on peut du coup utiliser seulement une fréquence d'échantillonnage max de 15 000 échantillons par seconde. Donc, hop, ça on va pouvoir le marquer aussi. Donc ça veut dire que la fréquence d'échantillonnage dépend forcément de la résolution. Ce qui est logique, hein, ce qu'on a un petit peu vu quand on a vu les différentes technologies des convertisseurs. Si vous vous souvenez de la figure avec les différentes technologies, plus on veut une grande résolution, moins on peut aller vite. Ou réciproquement, plus on veut aller vite, moins on aura de résolution. Donc là, on va voir que la résolution par défaut du convertisseur analogique numérique ici, c'est 10 bits, mais on pourra descendre à 8. Vous allez voir pourquoi. Donc, hop, on a ça, ça, et ça. Ok. Encore une fois, dans le chat, n'hésitez pas à poser des questions si vous voulez m'interrompre, puisque là, comme il y a moins d'interaction, en tout cas visuelle, je vous vois pas, j'ai pas de retour, et donc comme j'ai pas de retour, je fonce. Donc n'hésitez pas à m'arrêter, à me faire me temporiser un petit peu. Ok, et donc, de cette manière-là, quelle est la fréquence minimale d'échantillonnage? Ça, je peux vous laisser le faire chez vous, et puis me laisser proposer les réponses sur le chat.
Est-ce que j'ai du monde pour me répondre? L'idée, hein, c'est que vous avez vu, pour avoir la fréquence max, j'ai pris la plus petite période. Donc logiquement, là, je vous demande la fréquence minimale. Il faudra prendre la plus grande des périodes. Donc, voilà, refaites-moi juste ce calcul-là pour savoir au moins quelle est la vitesse minimale. La question c'est, ici on vient de déduire la fréquence maximale d'échantillonnage, d'accord? Et on l'a déduite par rapport à notre période d'échantillonnage minimale. Donc on sait à quelle fréquence au maximum on peut échantillonner. Moi l'idée maintenant c'est de savoir la fréquence minimale. Au plus bas, on descend à quelle fréquence? Donc pour ça, en fait, il faut juste réappliquer cette formule-là, sauf qu'au lieu de prendre TE min, de 13 microsecondes, on va prendre TE max, donc de 260 microsecondes. Ok, ça a l'air de... J'ai deux réponses déjà. Asimor, c'est qui? Ok, alors pour les réponses, ça a l'air de converger. Je vous avoue, j'ai pas fait le calcul. Donc du coup, je vais vous faire confiance là-dessus. Alors juste une petite remarque. Hein. Ce que vous calculez, c'est une fréquence. Et donc, comme c'est une fréquence, le résultat, il faut mettre l'unité. Donc n'oubliez pas de mettre le Hertz. Tout. Ok, super. Alors, Asimor, j'ai pas réussi à choper ton vrai nom. Sinon pour info aussi, donc là ça veut dire qu'on a minimum 3846 Hz. Donc ça veut dire que cette fréquence là, elle est largement suffisante par exemple pour relever une température. Voilà. On va pas relever une température 4000 fois par seconde. Donc par contre pour de l'audio, c'est un peu délicat. C'est délicat, ça dépend quel type d'audio on veut faire. Si on veut faire de l'audio vraiment musical, c'est mort. Cherchez pas à échantillonner avec une fréquence aussi basse. Par contre, pour la voix on considère que elle peut être assez grave. Elle va pas aussi aiguë qu'un instrument. Et puis les harmoniques aiguës, si vous voulez, de la voix, sont pas utiles spécialement à la compréhension. C'est-à-dire, en échantillonnant à basse fréquence, la voix va être légèrement détériorée, mais toujours intelligible. On va toujours être capable de comprendre ce que dit une personne. Alors ça, c'était le cas avant que vous naissiez. Non, je vais y aller un petit peu après aussi. Les lignes analogiques de téléphone, ces lignes-là, en fait, elles sont échantillonnées, mais pas... Enfin, si votre voix elle est échantillonnée, mais parce qu'on fait passer plusieurs personnes sur une même ligne téléphonique. Et comme on fait passer plusieurs personnes sur une même ligne téléphonique, ben forcément, c'est autour de l'un, puis autour de l'autre, puis suivant, puis quatrième. Et donc, comme en fait, on vous fait tourner un tour de rôle sur cette ligne analogique, et forcément, ça fait que votre voix était échantillonnée, et était échantillonnée à une fréquence relativement basse, et ce qui faisait qu'on pouvait faire transiter beaucoup de monde, mais la voix restait quand même audible et compréhensible. Voilà. Ok. Donc là, typiquement, ce qui est dans ce début de TD, là, c'est quelque chose que je peux vous demander en devoir. Typiquement, voilà. Alors, bon, pas grand chose à dire dessus. Des questions ou pas? Quand je dis des questions ou pas, c'est vous avez le droit de répondre non. Justement, c'est pour voir si vous suivez encore. Ok. Ok, très bien. Alors, la suite. La suite, du coup, là, c'est plus pour faire un genre de TD court. Donc voilà, l'idée, c'est que je vais vous montrer que les convertisseurs analogiques numériques ou numériques analogiques sont pas idéaux. Il peut y avoir des petits problèmes. On va pas chercher à comprendre comment les corriger. Je vais juste essayer de vous les expliquer rapidement. Voilà l'objectif aujourd'hui. Donc, on va essayer d'expliquer ce qu'est l'erreur de décalage. Alors, vous avez une section dans la doc technique. Vous la retrouvez. Voilà. La 24.6.3 qui est la précision du convertisseur analogique numérique.
Donc, l'idée, hein, si vous vous souvenez de la courbe, enfin des courbes qu'on avait faites en cours, donc j'essaie de vous choper les diapos. Les diapos sont là, je suis bête. Voilà. L'idée, excusez-moi, l'idée c'est que nous, on suive cette courbe en pointillé. Plutôt celle qui est en bleu ici, pardon. Voilà, c'est que pour une certaine tension qui évolue, on obtient une tension quantifiée qui évolue de la même manière. Et qui évolue idéalement en même temps. Alors, quand on a une erreur de décalage, qui est l'offset erreur, ici, et ben le truc c'est qu'on va avoir un petit décalage. Comme le nom l'indique, ça veut dire que... alors, est-ce que c'est mieux expliqué ici? Non, c'est pas mieux expliqué. Donc l'idée c'est qu'en fait votre courbe va être décalée. C'est-à-dire que les premiers codes, par exemple, là vous êtes censé obtenir 0, 1, 2, 3, et ben vous allez avoir que des 0. Et puis après vous allez avoir un décalage proportionnel. C'est-à-dire que systématiquement, par exemple, vous allez être 0,3 volts en dessous ou au-dessus de ce que vous vouliez. Donc voilà. L'idée c'est que l'erreur de décalage implique une différence constante entre les valeurs de la tension analogique et de la tension numérisée obtenue en sortie. Donc, non, ça ne correspond pas du tout au temps de réponse du matériel. Là, ce sont des erreurs, on va voir, plutôt de fabrication. Comment les erreurs, on va dire, liées au temps de réponse, en fait, on va pas en avoir, puisqu'on va considérer que les fréquences ici, les temps qui nous sont donnés, ils sont donnés considérant déjà ce temps de réponse du matériel constituant le CAN. Donc non, pas du tout. Et en plus, nous on va corriger ça en assurant le coup. Avant, on va mettre un filtre anti-repliement. Vous vous souvenez, qui va filtrer un filtre passe-bas, qui va filtrer à la moitié la fréquence d'échantillonnage. Donc ça veut dire que, au final, là, on ne va pas parler spécialement d'impact temporel. On va juste parler en termes de fonction de transfert. Fonction de transfert, si vous vous souvenez bien, c'est valable pour les AOP, pour les filtres, pour tout plein de choses. Donc l'idée ici, c'est de voir que on a une tension d'entrée, on est censé avoir une tension en sortie, une tension numérique en sortie, qui évolue de la même manière. On va voir qu'il y a des petits décalages, et on va voir ça. Donc, voilà, différents types d'erreurs. La plus simple, c'est l'erreur de décalage. Donc cette erreur de décalage, on voit que systématiquement, par exemple, on va avoir 0,3 volts d'écart. Et ben ça, c'est pas compliqué à corriger. Numériquement, après, quand on obtient notre mesure, ce qu'on fait, on rajoute simplement plus 0,3 volts à notre calcul à chaque fois. Donc ça, c'est une erreur très facilement caractérisable. Voilà. Caractérisable, ça veut dire l'identifier, savoir de combien est l'erreur. Donc ça, c'est très facile. Hein. Vous mettez plusieurs tensions en entrée. Et puis vous regardez les tensions que vous obtenez en sortie. Si vous voyez que vous avez toujours le même écart, et ben vous connaissez cet écart. Et donc du coup, c'est très facilement corrigeable par le code. Enfin, je vais pas mettre le code pour éviter de confondre le code programme et le code obtenu en sortie coercition analogique. Donc c'est très facilement corrigeable logiciellement. Je vais mettre ça, c'est plus facile. Ok. Ensuite, la deuxième erreur, c'est l'erreur de gain. Donc l'erreur de gain, elle, c'est que au lieu d'avoir une pente, normalement la pente c'est 1, c'est-à-dire quand vous avez 1 volt en entrée, vous avez 1 volt en sortie, quand vous avez 1 volt analogique, vous avez 2 volts numériques, quand vous avez 3 volts analogiques, vous avez 3 volts numériques. Voilà, ça c'est une pente de 1. Il se peut que la pente elle soit légèrement plus grande, je sais pas comment faire, légèrement plus grande ou légèrement plus faible. D'accord? Ce qui fait que quand vous avez, par exemple, 0 volt analogique, vous avez 0 volt numérique. Quand vous avez 1 volt analogique, vous avez 0,8 volt numérique. Quand vous avez 2 volts analogique, vous avez 1,6 volt analogique. Donc vous remarquez que l'écart, en fait, entre l'erreur, plus votre tension analogique augmente, plus l'erreur augmente aussi. Donc ça, c'est ce qu'on voit, l'erreur ici. Donc la différence entre votre courbe idéale et votre courbe actuelle, ça veut dire réelle.
voilà, l'erreur augmente. Donc là, on peut parler d'erreur absolue, si on fait le lien avec le cours précédent. Donc l'erreur de gain, du coup, cette erreur, on peut dire qu'elle correspond, ressemble à l'erreur de décalage, au détail près que l'erreur varie, donc c'est soit augmente, soit diminue, linéairement, hein, donc c'est-à-dire de façon constante, avec la tension analogique. Donc encore une fois, c'est assez facilement caractérisable, c'est-à-dire vous obtenez une pente, alors que vous attendez à avoir une pente de 1, donc c'est-à-dire que vous arrivez, c'est facile, hein, bon, il faut faire plusieurs mesures, mais enfin il faut faire des mesures. Vous faites une dizaine de mesures par exemple sur votre plage et vous regardez si vous avez une pente quasiment constante, ça veut dire que vous avez une erreur de type une erreur de gain. Donc c'est facilement caractérisable. Et puis cette fois-ci, au lieu de rajouter par exemple 0,3 volts tout le temps, il faudra multiplier votre valeur par le gain contraire. Donc par exemple si vous avez une pente de 1,2 parce que vous êtes un peu trop élevé par rapport au 1 que vous avez, eh ben, il faudra compenser par un facteur 1 sur 1,2. Bon, encore une fois, là, l'idée, c'est juste de vous expliquer comment ça marche. C'est pas de faire de vous des experts en correction d'erreurs d'ADC. Donc, je précise, en ajoutant ou retirant la valeur d'erreur. Et là, facilement corrigeable en multipliant la valeur obtenue par l'erreur, ou plutôt par l'inverse de l'erreur. Bref. Voilà, encore une fois, on ne va pas chercher à devenir des pros là-dedans. Alors, ensuite, l'erreur de non-linéarité. Alors celle-là, c'est la plus chelou, on va dire. Vous avez ici, en fait, c'est juste que vos marches, elles vont pas être, si on reprend les marches ici, eh ben, des fois, il va vous manquer un code. Bon, par fabrication, il y a un code qui marche pas, ou, voilà, c'est des petits bugs. Donc, ce qui fait que ici, à cet endroit-là, au lieu d'avoir une marche comme ça, on aurait un gros code comme ça, enfin une grosse marche ici. Et cette grosse marche ici fait qu'on va avoir une grosse erreur puisqu'il va nous manquer un code ici. Donc voilà, voilà pour l'erreur de non-linéarité. Donc juste comme ça, hein, là on vous dit comment on ajuste l'erreur, enfin les différentes erreurs. Voilà. Et puis la dernière, c'est l'erreur... voilà, c'est l'erreur de quantification. Donc l'erreur de quantification, elle n'est pas expliquée là, hein, mais l'erreur de quantification, on a vu ça en cours. L'erreur de quantification, c'est égal entre... Enfin, c'est la différence entre votre tension analogique et votre tension numérique, numérisée, ou vécue, quantifiée. Donc là, c'est juste au final, si je reprends ça, c'est la valeur que vous avez sur cet axe-là, moins la valeur que vous avez sur cet axe-là. D'accord? Si vous vous souvenez, on avait fait ça en TD, dans la diapo, je sais plus dans quel diapo on avait fait ça, et je crois que j'avais fait au tableau, donc du coup, j'ai pas la diapo qui correspond sur le cours, mais c'est sur le flash, c'est l'exercice du flash. Hop, on avait fait ici que vaut l'erreur de quantification. Donc c'est un graphe qui ressemblait en dents de scie à moitié. L'erreur de quantification elle augmente jusqu'on atteigne le palier suivant, où elle redevient nulle. Puis elle augmente jusqu'on atteigne le palier suivant, et elle redevient nulle. Ainsi de suite. Donc l'erreur de quantification, ça voilà, on peut voir les exercices du coup sur le flash. Ok. Bon, sur ce, pas grand chose de plus. Voilà, donc ça c'est pour la première partie du TD. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie? Parce que la deuxième, ça, on va dire quasiment rien à voir.
ok. Remontrer la fin, c'est-à-dire... Ah oui, oui, tu veux les réponses. Alors sachez que ce fichier-là, pour faire simple, enfin moi je vous conseille toujours de noter, hein. Enfin pour moi ça rentre en écrivant, c'est mon point de vue. Mais ce fichier-là, je vais le mettre sur Moodle. Donc quand vous aurez accès à Moodle, vous aurez accès à ce fichier-là, corrigé, donc dans la partie cours, comme d'habitude. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, bah ok, très bien. Donc ce qu'on fait. La suite, je vous demande de vous renseigner et de voir ça pour jeudi. D'accord? Donc la suite, il vous faut... Est-ce que je vous ai donné ça? Si, voilà. Donc la suite, ça va être à partir de la page description des registres. La question 11. La question 11. Je dis ouais, encore Ah, c'est ça que je voulais vous demander. C'est ça que je voulais vous demander sur les cours. Tant que j'y pense. Alors la question 11, juste pour faire le lien à Mario Lebeau. Mario Lebeau, j'ai toujours pas ton vrai nom. Je ne réponds que si tu me donnes ton nom. On va faire comme ça, chantage. Alors en attendant, justement, je voulais vous demander, par rapport au créneau, est-ce que vous préférez un créneau... Enfin, je vous propose 3 créneaux, et vous me dites ce que vous préférez. 11h midi, 14h 15h, ou 17h 18h. Je peux faire n'importe lequel de ces 3 créneaux-là. Je vous laisse me préciser plutôt 11h 12h, plutôt 14 15, ou plutôt 17 18. Je vous propose pas 8 9, on est d'accord. Bon, ok, 11h 12h, ça a l'air d'être pas mal, hein. Ok, bon bah écoutez, on va rester là-dessus. On est d'accord, voilà, ça vous oblige à écourter la grasse mat, c'est pas mal. Ok. Donc, demain, il y a un créneau facultatif. Idéalement, pour ceux qui veulent venir, venez quand même à 11h, venez pas à 11h30. Donc voilà, venez pas à 11h30. Parce que si je vois qu'il n'y a personne à 11h, enfin 11h15, 11h20, j'arrête le live, quoi. Donc ce document, il sera sur Moodle. Voilà. Je vous demande de faire la suite, vous préparez la suite pour jeudi, sachant que la suite parle du coup de la programmation. Donc là, il faut aller voir les registres, aller voir un petit peu ce que ça fait, tout ça. Ok. Et ensuite, bah voilà. Écoutez, si vous n'avez pas de questions, je vous retiens pas plus longtemps. Si vous avez des questions, bah vous restez, puis vous me les posez, sachant que ça, je vous mets ça dans la journée. Enfin, j'essaie de vous mettre ça ce midi, là, sur le Moodle. Et puis voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Autre chose avant que vous partiez, bah vous vous rendez compte hein, que c'est un format un petit peu différent. Moi, c'est la première fois que je stream. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire comment ce qu'il faudrait que je fasse, enfin ce que vous pensez ce que je dois améliorer pour que ce soit pas trop chiant pour vous. Parce que l'idée c'est ça, hein, c'est d'arriver à vous transmettre des choses quand même, que vous ne soyez pas passif ou endormi. Voilà. Ok. Donc ouais, j'envisage une carrière, ouais, ça paie bien. Ouais, peut-être mieux que prof en tout cas, mais oui, on verra ça. Non, ouais, non, objectivement, donner des retours, même si c'est des retours négatifs, hein, je vous spoil un peu, mais de toute façon, en fin d'année, je comptais vous faire un genre de sondage, si vous voulez, anonyme, pour que vous puissiez mettre ce que vous voulez. L'objectif, c'était pour vous de critiquer, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire apporter des critiques
constructives, qu'elles soient positives, qu'elles soient négatives. Donc voilà, ici déjà vous pouvez balancer pas mal de choses. On parle de rediff, sachez que là, j'ai pas trop vu comment... Enfin, j'ai fait 2-3 tests, j'ai pas réussi à retrouver sur mon compte Twitch la vidéo de test que j'avais faite. Par contre, je suis en train d'enregistrer. Donc si jamais j'arrive, ce sera sur Twitch. Si jamais j'y arrive pas, ce sera sur Moodle. Je vais essayer de déposer la question sur Moodle. Si jamais vous avez des questions, ouais, sur Moodle, ouais. Si j'arrive, enfin normalement sur Moodle, je peux mettre des vidéos, il n'y a pas de souci. Voilà. Si jamais j'y arrive pas, je vais essayer d'upload ça sur un compte, YouTube. Voilà. Mais si ça marche sur Twitch, ce sera mieux. Déjà, le fait que ce soit sur Twitch, ça vous dérange ou pas? Est-ce que vous auriez préféré autre chose? Je mets ça parce que je pense qu'il y en a certains qui ont déjà un compte, notamment Discord aussi. Voilà. Bon. Alors, le projet. À l'heure actuelle, donc le projet est en stand-by, vous vous en doutez bien. Par contre, vous avez quand même normalement les outils nécessaires pour faire sur le Word. Ok. Hop, 2 secondes. Voilà. Hop. Bah, limite, je peux même... Le Discord, on n'a pas besoin. Ok. Sur Discord, on peut stream, mais l'inconvénient de Discord, c'est que je peux pas enregistrer. Donc c'est pour ça, j'ai longuement hésité entre Twitch et Discord. Surtout Discord à Up, justement. Avant, on pouvait diffuser un partage d'écran à 10 personnes. Ils ont Up à 50 personnes exprès pour le coronavirus. C'est cool. Mais par contre, je peux pas enregistrer. Donc c'est un peu dommage. L'inconvénient de Twitch, vu que j'avais fait en sorte que les deux voilà, soient un petit peu... comment? Enfin, l'inconvénient de Twitch, c'est que j'ai pas de retour vocal. Bon. Donc je préfère enregistrer. Voilà. Okanok, Adestuba, qui es-tu? Damien, ok. Et ben écoutez, faites du mieux que vous pouvez. Si les fichiers vous les avez sur clé USB, on sait jamais, ou quelque part, vous pouvez m'envoyer ça, je peux vous les ouvrir et vous imprimer en PDF ce que vous souhaitez. Ok. Donc hop, j'ai remis une dernière fois. Parce que normalement vous l'avez. Et sur le chat de Twitch, je mets mon adresse email académique. Voilà. Niveau de déconnexion, je peux pas faire mieux, moi, de mon point de vue. Est-ce que déjà, de votre point de vue, c'est fluide? Est-ce qu'il y a l'air d'avoir de la latence? Est-ce qu'il y a une bonne coordination geste-voix? Ok, il n'y a pas de latence. Ok, donc c'est cool. Parce que quand j'ai fait le test chez moi, ça galérait un peu, mais bon, en même temps, j'ai streamé et en même temps, je recevais 2 fois, donc ça a galéré. Ok. Ouais, bah après, voilà. Joli poster, ok, donc on voit carrément jusqu'au magnifique détail, voilà. Ok, et ce qui est cool aussi sur Twitch par rapport à Discord, c'est que je peux faire des scènes comme ça, vous voyez, soit mettre full screen, soit webcam, soit... Donc c'est un petit peu mieux pour moi que Discord, où je peux faire juste du partage d'écran. Donc je peux pas maîtriser ce que je vous montre, enfin pas entièrement. Bon après, comme j'ai 2 écrans, ça va, c'est un peu plus facile pour moi, quand même. Bon écoutez, non, je pense que tout est bon. Alors oui, juste pour finir, parce que je pars dans tous les sens. Pour le rapport, vous pouvez... Enfin, normalement, vous avez le matos. Enfin, en tout cas, le PDF. Jusqu'à nouvel ordre, ça reste samedi dans 12 jours, la deadline. Ok. Pour l'instant, on reste là-dessus. Ça change pas. Si vous avez du matériel, un faux ami anglais, si vous avez des ressources numériques, moi normalement j'ai tous les logiciels ici pour ouvrir. J'ai Proteus, j'ai Magic Draw. Bon, Magic Draw, si ça doit passer à la trappe, ça passe à la trappe. Mais normalement, j'ai vu qu'il y avait Draw.io, c'est pas exceptionnel, mais ça marche. Qu'est-ce que je vous demande? C'est un diagramme des exigences. Le diagramme des exigences, c'est pas hyper complexe à faire. Voilà.
Voilà, voilà. Donc normalement, vous avez quand même tout ce qu'il vous faut pour écrire le rapport. Vous pouvez m'envoyer pour que je vous ouvre ça et que je vous envoie ça en PDF. Donc pour l'instant, ça change pas. On reste à samedi dans 13 jours, donc samedi 28. C'est ça, non? Samedi 21. On avait dit 28 ou 21? Je sais plus. Vous vous souvenez-vous? 28? Bon, bah ça reste samedi 28. Ok. Donc voilà. Ouais, bah après, pour être honnête, je peux moins vous surveiller qu'en cours. Tu me demandes de Blitz. C'est qui The Blitz? Les empreintes et les modèles 3D. Les empreintes, bah, par exemple, c'est 1206. Qu'est-ce qu'on a? Vous avez SSOP 8, des choses comme ça. Les empreintes, c'est la gueule du composant sur la partie routage. D'accord. Et le modèle 3D, bah, c'est la visualisation en 3D. Donc, quelle forme ça? Voilà. Donc ça, encore une fois, je peux essayer de vous faire un peu le taf. Euh, Là, on est à distance. Le rapport, c'est quelque chose que vous pouvez faire à distance. Si je peux vous aider, je le fais. Voilà. C'est un contexte un peu délicat, on est d'accord. Ok, super. Donc voilà. Azimor, je t'ai demandé ton nom. Oui, non, c'est pas Damien. Non, je sais plus. Ouais, tiens, dans le doute, juste avant que vous quittiez aussi, refaites-moi un petit, sur le chat, un petit, votre prénom. Juste que je refasse le lien avec tout le monde, pour être sûr, puisque je suis pas sûr que tout le monde était là. Ouais, Destuba, ouais. Donc refaites juste un lien, voilà, pour que je fasse le lien. Donc le rapport, ça reste. Si vous avez des questions, email, Facebook et Twitch quand il est allumé. Ok. Bah, si vous n'avez pas de questions, enfin, est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, voilà. Pour ceux qui n'ont pas de questions, bah, soit vous regardez les questions des autres, soit je vous libère. Sur ce, bonne journée à ceux qui partent tout de suite. Et puis, lavez-vous bien les mains. C'est important de se laver les mains. Bonne journée. Et puis merci d'être venu et d'être resté. Le nombre de spectateurs est resté à peu près fluide, c'est bien. Effectivement, William, tu peux poser des questions sur le Discord si tu préfères. À la limite, active le micro. Bonne journée, bon appétit à tout le monde. Ouais. Juste pour info, ouais, c'est vrai que je vous laisse le. Comment? Je préfère mettre le Messenger en place parce que de base, moi, j'ouvre pas spécialement Discord pardon, Discord ou Twitch. Donc c'est pour ça que je vous laisse. Enfin, je vous laisse aller sur Facebook. Ouais, Tristan. Ah oui, William, si, oui, effectivement, non, j'ai mal interprété ta question. Effectivement, on peut poser des questions sur le Discord et elles resteront affichées. Donc c'est une possibilité. Sauf que tout le monde n'a pas installé Discord, et j'impose pas. Alors que Facebook, je pense que tout le monde a un compte. Donc c'est pour ça que j'ai mis le Facebook.